Ok, donc on fait une tour de micro, tour de parole plutôt avec le micro pour un peu ordonner les échanges. Et une question? Fabrice? Oui, bonjour. Fabrice Etier, économiste. Rarement ça peut. Je voulais savoir si le gouvernement, parce que finalement, dans tous les scénarios de réforme, on suppose qu'on parle d'une espérance de vie moyenne, qui n'a absolument aucun sens au vu des problématiques de pénibilité, par exemple. Je pense que c'est là un peu un des nœuds on va dire, du problème, un des nœuds de la crise, c'est-à-dire que ça renvoie aux subjectivités qu'ont les gens dans leur rapport à leur propre vie, à ce qu'ils veulent faire de leur retraite, etc., partir plus tôt, avoir une vie décente, etc. Et donc je voulais savoir si dans tous les exercices de simulation qui ont été faits par le corps, etc., ou par l'IPP d'ailleurs, aussi, si il y avait eu à un moment une prise en compte de cette hétérogénéité dans les espérances de vie par corps de métier, et donc la possibilité de comparer les variations des inégalités entre individus, non seulement suivant la dimension revenu, mais aussi suivant la dimension espérance de vie, parce que finalement les inégalités en matière de retraite, elles sont bidimensionnelles, et les deux dimensions sont évidemment corrélées, on ne peut pas vraiment faire du tout de choses égales par ailleurs. Moi, je pense que c'est assez compliqué. La réponse, je pense, c'est simple. Je pense, enfin, de ma connaissance, il n'y a pas de simulation du système de retraite effectuée avec des espérances de vie qui seraient différenciées en fonction des carrières. Alors c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est délicat et difficile à faire, parce que il faut arriver à conditionner l'espérance de vie sur une variable qui soit objective, en quelque sorte. Nous, on avait évoqué cette possibilité dans une note de l'IPP, la première qu'on ait faite sur la réforme des retraites en 2017, je pense, où une manière qui nous semblait possible de le faire, c'est de conditionner finalement sur les points qu'ont les gens au moment de la liquidation, puisque bon, c'est une variable qui est manipulable, mais pas tant que ça, et on pourrait regarder quelle est l'espérance de vie en fonction des points, mais il faudrait aussi produire cet indice. Et à ma connaissance, l'INSEE ne produit pas ce type d'indice. Enfin, il faudrait un institut qui arrive à produire ça, mais en tout cas, je pense que ça n'a pas été fait dans les simulations pour la réforme. Une question aussi pour vous. Quand vous dites que le calcul sur l'ensemble de la carrière va favoriser les carrières hachées, j'ai du mal à la comprendre, parce que en fait vous présentez les 25 meilleures années comme quelque chose qui est compliqué, puisqu'il faut aller chercher plus loin les meilleures années. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Les 25 meilleures années, c'est les 25 meilleures années, qu'elles soient loin ou pas. Le calcul se fait sur les 25 meilleures années. Puis la question pour aller plus loin, les 10 meilleures années, ça serait pas encore mieux que les 25 meilleures années. Je pense que les gens qui ont liquidé leur retraite avant la réforme 93 et après la réforme 93 ont vu la différence. Donc là, on n'est plus dans l'attente de production de preuves par des instituts qui n'existeraient pas encore, mais je pense qu'on a déjà les preuves sur le fait que sur 10 meilleures années, c'était les 10 meilleures années, qu'elles soient quand on a 18 ans ou 62 ans, c'est les 10 meilleures années. Donc là, ça a fait baisser les pensions. Et là, je pense qu'honnêtement, vous pouvez aller chercher les données et voir que ça a fait baisser les pensions, comme cette réforme est faite pour faire baisser les pensions. Donc c'est quand même extraordinaire encore aujourd'hui d'avoir cet argument selon lequel le calcul sur l'ensemble de la carrière va favoriser les carrières hachées. Il faudrait peut-être arrêter avec ce genre de mensonge, quoi, parce que je pense qu'ici, en plus, plus personne n'y croit. Oui, c'est une question. Je pourrais vous retourner le compliment. Je trouve ça extraordinaire qu'on puisse ici encore tenir l'argument inverse, c'est-à-dire que c'est un système en répartition. Donc, bon, on a beaucoup de publications qui développent les raisons de pourquoi. Donc on a une note IPP sur les effets redistributifs d'une réforme potentielle, hein, qui était une réforme potentielle à l'époque et qui n'est pas la réforme qui était proposée par le gouvernement. On a publié aussi un post de blog la semaine dernière sur la question qui essaye d'illustrer tout ça. Donc la réponse, c'est qu'on est dans un système en répartition. Donc si j'ai 1000 € de retraite à répartir entre 10 personnes, la retraite moyenne, ce sera 100 €, et ce, quelle que soit la forme de calcul. Et donc le fait est que si je prends les 25 meilleures années, ça avantage les gens qui ont des carrières ascendantes et qui ont des carrières moins hachées. Et donc la question c'est relativement,
quelles sont les inégalités sur les 25 meilleures années ou sur l'ensemble de la carrière. Et les inégalités sont plus fortes quand on ne retient que les 25 meilleures années que quand on prend toute la carrière. Et donc si il y a une formule de calcul qui prend en compte un indicateur, un salaire moyen sur les 25 meilleures années qui est plus inégalitaire, alors les pensions seront plus inégalitaires. Et donc c'est simplement ça. Et, enfin simplement, c'est pas si simple que ça, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est clair. Enfin, comme je veux dire, quand on dit, bien sûr, les salaires moyens sur l'ensemble de la carrière sont peut-être 20% moins élevés que les salaires sur les 25 meilleures années. Mais les recettes du système de retraite sont toujours les mêmes. Donc si on change les 25 meilleures années pour passer à l'ensemble de la carrière, forcément, il y aura un autre paramètre qui s'ajustera, qui, si on reste dans le système actuel, le 0,5 passerait à 0,6 ou 0,7. Mais donc on ne va pas baisser l'ensemble des pensions. Après, je suis d'accord que dans l'esprit global de la réforme, il y a certains éléments qui laissent penser qu'on peut baisser l'ensemble des pensions. Mais en tout cas, le passage pur des 25 meilleures années à l'ensemble de la carrière profite aux carrières hachées et aux gens qui ont les salaires cumulés les plus faibles dans l'économie. Ça, c'est quelque chose qui existe, et ce n'est pas que l'IPB qui dit ça. L'INSEE dit ça, la DREES dit ça, c'est des publications qui existent depuis une dizaine d'années. C'est un fait qui est connu. Le corps présente ça régulièrement, et au corps sont représentés l'ensemble des syndicats, et personne ne hurle à l'escroquerie quand ça s'est présenté. C'est un fait qui existe. Alors, dans le débat, on a effectivement constaté qu'il y avait un problème de compréhension sur cet aspect-là, et c'est parce que c'est pas évident. Il y a une notion d'équilibre, d'une équilibre du système qui rend nécessaire l'égalité entre les ressources et les dépenses du système. Et, voilà. Le collectif Nos Retraites, qui a fait un document pour une alternative solidaire, le dit aussi. À la fin, il dit quelques fausses idées, que effectivement le simple fait de prendre toute la carrière plutôt que 25 ans, en soi, c'est pas ça qui désavantage les carrières hachées. C'est d'autres éléments de la proposition de réforme qui déboucherait là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amélie, Lucia, il y avait d'autres mains levées, c'est pour repérer un peu? Oui, bonjour, désolée, je suis arrivée à la fin et je pense que j'ai sûrement raté des explications, mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas la deuxième présentation que j'ai vu que la vôtre, mais j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, je voulais juste poser une question un peu naïve, mais moi j'ai toujours pas bien compris ce que ça veut dire une carrière complète dans la réforme. En fait, c'est quoi la proposition? Comment est-ce qu'on considère ce qu'est une carrière complète? En fait, du coup, il va falloir atteindre l'âge d'équilibre pour voilà. En fait, on passe d'une situation où on a à la fois une durée de validation, enfin une durée, et si on n'a pas une carrière complète, il faut atteindre l'âge qu'on veut le taux plein, il faut atteindre l'âge d'annulation de la décote. Et là, le seul âge qui y joue, puisque du coup on a vraiment de référence à une durée, c'est ce fameux âge d'équilibre qui peut se décaler. Effectivement, on change de définition entre les deux systèmes. Et du coup, la durée, elle est fixée ou... En fait, il n'y a plus de référence à la durée, et je suis d'accord que ce n'est pas un élément qui est extrêmement facile à comprendre, mais du coup, la seule chose qui fait foi maintenant, c'est l'âge d'équilibre. Okay. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, oui, du coup, vous étiez là, mais ce que je disais tout à l'heure sur le minimum contributif, on va quand même prendre en compte le fait, par exemple, que si on n'a pas travaillé jusqu'à 65 ans toutes les années, le minimum contributif sera quand même rapporté effectivement à la durée travaillée sur la vie. C'est-à-dire que si on a travaillé que 20 ans, on n'aura pas accès au minimum contributif complet, il sera proratisé au fait qu'on a travaillé que 20 ans. Et du coup, c'est quoi la durée qu'il faut avoir travaillé pour avoir le minimum? On rappelle quelques questions. 43, enfin 42, 43. Durée, en fait. Oui, mais du coup, ça s'applique que sur certaines, par exemple pour le calcul du minimum contributif, mais sinon pour les autres personnes, on considère que ce qu'il faut atteindre, c'est que le taux plein, ça va être 65 ans. C'est seulement sur certains dispositifs qu'on a besoin quand même de se rattacher à cette durée, mais dans la plupart des éléments, la référence à une durée disparaît. Lucia, je crois. Bonjour, moi aussi j'ai beaucoup apprécié la deuxième présentation. J'avais une question sur comment prendre en compte la pénibilité du travail des femmes
Et je me demandais si harcèlement sexuel, agression sexuelle, ça pouvait être... Enfin, il y avait des idées de prendre en compte ça dans la mesure de la pénibilité au travail. Merci. En fait, on pourrait mettre les critères de pénibilité qu'on souhaite dans le compte pénibilité. Donc, c'est des questions qui sont en négociation. Je ne suis pas forcément extrêmement optimiste sur la manière dont ça va se terminer, mais en tout cas, effectivement, dans les enquêtes que je mentionnais, dans les tumeurs, il y a des choses effectivement sur ces questions-là, sur le harcèlement. Et ce qu'on sait, c'est que les femmes, on pourrait considérer donc, que les critères de pénibilité sont plus exposés au contact avec le public, etc., du fait des types de métiers qu'elles occupent, et qu'elles sont donc aussi plus susceptibles d'être confrontées à du harcèlement. Donc, oui. Aussi dans le rapport hiérarchique, en fait, comme elles sont souvent sur des positions subalternes, y compris sans parler du rapport au public, au guichet, etc., mais vraiment dans la hiérarchie professionnelle. Oui, alors en fait les deux peuvent se constater, c'est-à-dire qu'en termes de harcèlement, il peut y avoir des choses qui s'ancrent dans le temps avec effectivement quelqu'un qui est au-dessus hiérarchiquement, ou même pas forcément au-dessus hiérarchiquement d'ailleurs, mais on voit aussi qu'il peut y avoir des tensions et du harcèlement en lien avec le contact avec le public. Enfin, les deux existent et les deux sont mesurés, et on pourrait effectivement se dire qu'il faut prendre en compte des critères qui sont plus spécifiquement associés à des métiers féminins et puis en fait aussi à des normes sociales encore présentes dans les critères de pénibilité. Mais effectivement, les critères de pénibilité, ils ont été conçus un peu au départ pour identifier ce qu'on considérait comme de la pénibilité dans des métiers historiquement masculins et notamment dans l'industrie, qui sont effectivement des critères de pénibilité très importants, mais on a un petit peu de mal justement à prendre en compte des nouveaux critères de pénibilité qui sont plus associés aux métiers féminins. Florence? Oui, une question sur les scénarios en fait, parce que comme la première, c'est passé très vite. En fait, je m'interroge vraiment sur cette notion de gagnant-perdant qui a été présentée. Outre le fait qu'on ne sait pas ce qu'on gagne et ce qu'on perd, je suppose que c'est de l'argent, mais sans doute pas de la qualité de vie et de l'espérance de vie. Mais surtout derrière, quelles sont les hypothèses en fait d'évolution, parce que ce sont des modèles à 40 ans. Et j'avoue que je n'ai pas compris si c'est des modèles macro. Alors, quelles sont les hypothèses d'évolution démographique déjà dans 40 ans? Est-ce que c'est un système stable? Quelles sont les hypothèses économiques? Est-ce que aussi le marché de l'emploi est stable et on reproduit chaque année en 2060, on sera comme en 2020 à l'heure actuelle? Donc, est-ce que c'est une évolution donc, macro? Ou au contraire, est-ce que c'était une évolution des scénarios un peu plus individuels, avec des trajectoires individuelles? Mais dans ce cas, se pose la question que Mathilde a tout à fait remarquée justement, c'est-à-dire qu'on serait peut-être passé sur des évolutions cas type par cas type, mais alors comment on décrit la structure actuelle? Est-ce qu'on a intégré le nombre de cas type, le pourcentage de cas type 1, cas type 2, etc. Et on a bien vu qu'en plus, comme les femmes ne sont pas représentées, ça pose quand même des problèmes pour savoir vraiment ce qui va passer en 2060 et pour dire qu'il y aura autant de gagnants en 2060. Donc il y a plusieurs choses que j'ai présentées, je vais peut-être passer un peu trop vite effectivement, mais donc sur tous les scénarios macro par du PIB, ce sont des éléments qui viennent du corps. Donc la manière dont fonctionne le corps travaille avec tous les régimes de retraite, leur fournissent des scénarios macro de croissance, de taux de chômage, d'espérance de vie, enfin voilà, avec tous ces éléments-là et les caisses, les régimes de retraite leur fournissent des simulations par rapport à ça. Donc là j'en ai présenté essentiellement que sur la croissance, mais ils en fournissent aussi par rapport au chômage et par rapport à d'autres éléments. Après, sur les questions de gagnant-perdant, ce que j'ai présenté, c'est un travail de l'IPP qu'on a fait, donc qui est un peu déconnecté de ça, et qui est sur la génération 42, il me semble, 44, 46. Donc c'est la génération 46, et donc il ne s'agissait pas d'une projection à long terme, mais il s'agissait de dire, voilà, la génération 46 qui est à peu près toute partie à la retraite actuellement, de savoir, voilà, si on calcule la retraite pour ces gens-là avec la formule de retraite du système actuel, voilà ce qui se passe, et comment est-ce que cela change si, au lieu de prendre les 25 meilleures années revalorisées par les prix, on prend l'ensemble de la carrière revalorisée par les salaires. Et donc, en faisant le calcul selon les deux formules, on prenait simplement la différence entre les pensions, donc actuellement, c'est-à-dire par le... c'est pas en projection en 2050, hein.
Donc c'est juste comparer les deux types de formules et de voir qui serait gagnant et qui serait perdant selon la manière dont on calcule les retraites. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il me semble quand même que sur la question des gagnants et des perdants, il y a aussi quelque chose qui floute un peu la compréhension du projet de loi avec l'étude d'impact, c'est que comme du coup on mêle ce qu'on appelle réforme paramétrique et réforme systémique, ça permet aussi dans certains moments au gouvernement de dire que les personnes sont en gros pas perdantes, mais si elles travaillent jusqu'à 65 ans. Donc parfois on a l'impression que on peut entendre dire que les gens ne sont pas perdants. Oui, ils ne sont pas perdants, mais s'ils ont déjà travaillé 3 ans de plus, on espère qu'ils ne sont pas perdants. Donc il me semble que le fait de mélanger réforme systémique et réforme paramétrique dans le projet de loi permet parfois difficilement justement de se rendre compte de ce qu'on veut dire quand on parle de gagnants et de perdants. Pour ajouter un élément, dans l'étude d'impact par exemple, la projection qui est faite, elle est faite en intégrant des réformes d'âge, par exemple une augmentation de l'âge de départ à la retraite, alors que dans les cas types, il n'y a pas cette augmentation d'âge de départ à la retraite qui est intégrée. Donc il y a des choses un peu différentes, en tout cas, entre les projections à long terme et les cas types qui sont présentés comme en fait plutôt des choses de court terme, qui font que, dans quelle mesure est-ce que cela représente ce qui se passera plus tard ou pas, c'est pas si évident de le savoir. Par ailleurs, avec les simulations qui ont été faites pour la réforme, le gouvernement doit être capable de sortir des effets redistributifs sur le long terme pour des individus simulés. Mais on n'a que les cas types, mais c'est un peu dommage puisqu'on aimerait avoir des effets redistributifs plus larges pour savoir qui bénéficie en termes de revenus sur la carrière, etc. etc. Ça, c'est des choses qui sont possibles mais qui ne sont pas montrées dans l'étude d'impact. Merci beaucoup à tous. On va passer la parole à Philippe Eskenazi, je pense. J'ai juste une question vraiment très factuelle. Donc un élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui la décote s'applique jusqu'à 67 ans, c'est ça. Quel est le pourcentage de femmes qui part actuellement après 62 et quel est le pourcentage d'hommes qui part après 62? C'est ça, c'est un élément important dans ce que vous disiez. Vous avez... il me semble, en fait, j'ai plus exactement les pourcentages en tête. Ce que j'avais juste constaté, c'était que alors c'était pas une comparaison homme-femme, c'était le fait de constater que les femmes qui doivent attendre 67 ans actuellement pour partir sans décote sont beaucoup moins nombreuses que celles qui pourraient partir actuellement avant 65 ans si on disait que l'âge pivot se fixait en premier lieu à 65 ans. Donc voilà, j'ai eu cette comparaison-là en tête, c'est-à-dire que du coup il y aurait plus de perdantes que de gagnantes en termes de temps nécessaire de travail. J'ai le temps ? Courte, très bien. En fait, c'est une question un petit peu symétrique de celle de Fabrice. Je me demandais si dans les études on essayait de prendre en compte l'impact des systèmes de retraite ou ce qu'on savait de l'impact des systèmes de retraite sur le volume de ressources à redistribuer. On imagine que évidemment le tableau statique qui fait que le système de retraite n'a aucune influence sur les décisions travaillées. Bon, alors on va couper. Censuré. Voilà, donc peut-être, est-ce qu'il y a des études qui disent que par exemple lorsqu'on a je sais pas, la réforme de 93, celle de 2003, voilà, qu'est-ce qu'on constate comme fait stylisé sur le volume de ressources qu'on redistribue quand le système de retraite change? J'imagine que ça a été fait. Après, j'ai pas plus d'éléments là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose en dynamique qui est très important. Hein. Donc, par exemple, sur les femmes, il y avait cette idée que c'était plus ou moins un budget constant qui était fait, le transfert, enfin, de décréter la règle des 5% par enfant. Mais budget constant aujourd'hui, ça ne veut pas dire budget constant demain, puisque en dynamique, il y a moins d'enfants qui naissent, enfin, les femmes ont moins d'enfants, etc., etc. Donc, tout ça, ça veut dire que les dispositifs de solidarité seront moins coûteux potentiellement demain et qu'il y aura des économies de fait. De même que le fait qu'on passe de 13,8 à 12,9 de dépenses à un taux de cotisation plus ou moins constant,
Ça veut dire que quelque part, il y a un gain budgétaire, il est certainement, c'est un gain certainement dans le budget de l'État, hein, puisque l'État abonde quand même beaucoup de caisses de retraite pour compléter, pour équilibrer les systèmes, et donc c'est certainement de ces points de vue-là qu'il y aura un gain important. Mais après, je ne connais pas exactement les éléments. En tout cas, dans l'étude d'impact, il n'y a rien dessus. Merci beaucoup. Merci à vous.